Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Je suis très heureux de vous retrouver au programme. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle de la transparence, mais pas n'importe laquelle, la transparence totale. Nous serons avec la responsable des ressources humaines de Lucas. Elle viendra nous en parler dans quelques instants. Le livre de Smart Job, Libérer sa créativité en 10 séances d'auto-coaching. On va parler de la créativité. Nous avons tous de la créativité en nous. On en parlera avec son auteur. Elle est avec nous, Valérie Bogart, l'auteur de ce livre. Et puis le cercle RH, notre débat d'actu, le chômage baisse, on le commentera avec mes invités. Et puis 2 textes votés au Sénat, l'un sur les indépendants, on reviendra sur les détails de ce texte. Et puis cette proposition de loi de Marie-Pierre de Rinxin, la députée LREM, sur l'égalité homme-femme et l'obligation bien d'avoir des femmes dans les COMEX et dans les postes de direction. On y reviendra dans quelques instants. Ça sera le débat. Puis avec Amélie Favre-Guittet dans Fenêtre sur l'emploi, on se posera une question simple mais un peu compliquée finalement. Est-ce le moment de réclamer une augmentation de salaire? C'est vrai qu'il y a un débat sur le pouvoir d'achat. On en parlera avec elle à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, et on va parler aujourd'hui de transparence. Ça, c'est un sujet évidemment important pour les collaborateurs, pour les salariés. Qu'il y ait la transparence dans une entreprise, c'est peut-être une source d'engagement. Et on en parle avec Manon Sylvain. Bonjour Manon. Bonjour Arnaud. RH, donc DRH, directrice des ressources humaines de Lucas. Alors c'est une entreprise de logiciels créée en 2002, c'est ça, qui a 20 ans? On a bientôt 20 ans, oui, édition de logiciels de gestion. Donc aujourd'hui, on est 300 collaborateurs. On a un peu plus de 5000 clients. Ça fait 800 000 utilisateurs de nos solutions. Et donc, nos solutions viennent aider les entreprises à automatiser les processus administratifs, mais on travaille aussi sur l'amélioration de l'engagement des collaborateurs. Donc, on a entre autres des quiz qui viennent chercher dans les entreprises à questionner les collaborateurs sur leur état d'esprit, comment ils vont. Donc vous avez une particularité. Pas vous en particulier, mais l'entreprise dans laquelle vous travaillez, Lucas, à travers Damien Grandemange, qui a insufflé une volonté, parce que c'est une volonté politique de l'entreprise, de sa direction, de transparence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les décisions qui sont prises dans l'entreprise, la plupart sont des décisions souvent secrètes, on les cache, mezzo voce, on donne 2-3 infos. Là, tout est public, tout est transparent et affiché, ou en tout cas envoyé par mail. C'est bien cela? Oui, effectivement. Alors, ça passe par plusieurs choses, à la fois les résultats commerciaux qu'on va communiquer toutes les semaines, ainsi que les chiffres financiers. Donc, on a un comité de direction qui se réunit tous les lundis. Et suite au comité de direction, dans la foulée, on va publier le compte-rendu de ce CODIR auprès des salariés. Donc, on va leur communiquer les chiffres, ce qui fonctionne bien dans les équipes, à contrario, s'il y a peut-être des points bloquants. Et on a aussi donc, les salaires qui sont connus de l'ensemble des salariés. Donc, du stagiaire au PDG, tous les collaborateurs connaissent les salaires et les historiques d'augmentation aussi. Historique, donc chacun ne se regarde pas en chien de faïence pour se dire tiens, le collègue, je ne sais pas combien il a eu, moi j'ai rien eu. Tout est clair, tout est. Alors donc c'est un travail évidemment méticuleux pour la DRH parce qu'il faut justifier tout cela. Il faut que tout cela soit justifié. C'est intéressant dans un sondage Harris Interactive qui date de 2018. Peut-être que ça a évolué depuis, mais 70% des Français, des salariés donc, étaient favorables à une transparence sur les écarts de salaire par niveau dans les grandes entreprises. Il a anticipé parce que là on est en 2000. Dès le début de la création, il dit transparence. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que ça dit ça? Alors en 2002, donc c'est Gilles Saddier qui est le fondateur de l'entreprise, le président, qui est parti du postulat qu'on était tous entourés d'adultes, tous les collaborateurs sont des adultes, donc on pouvait communiquer les informations plus facilement. Et aussi le postulat, c'est de dire que pour qu'un collaborateur fasse correctement son travail, se sente impliqué, il faut qu'il comprenne les décisions de l'entreprise, il faut qu'il comprenne l'impact de son job dans l'entreprise. Logique. Pour les salaires, c'est plus compliqué parce que il faut que vous, par exemple, j'imagine que votre salaire est affiché, on sait combien vous gagnez, on y implique les primes, tout est affiché? Tout est affiché, donc ils ont accès via l'un de nos outils qui permet de gérer la rémunération. Et donc on voit le salaire fixe, les variables. Alors chez nous, on n'a pas de variable individuelle, mais le variable collectif, l'intéressement, on voit le montant. Et puis l'historique d'augmentation depuis l'entrée du collaborateur dans l'entreprise, y compris effectivement le salaire du PDG.
Il y a quand même une volonté dans ce choix très philosophique, parce qu'il y a très peu d'entreprises qui finalement jouent cela. Oui. Quand on fait un benchmark, on voit que les entreprises ne font pas ça. Certains d'ailleurs ne dévoilent même pas leur compte. On n'a pas accès à leur compte annuel, ce qui veut dire qu'il y a un grand secret sur l'argent. C'est aussi pour dire qu'il y a peut-être trop d'écart de salaire. En tout cas, c'est un peu la philosophie. Quand on prend les chiffres des patrons du CAC par rapport au plus bas salaire de son entreprise, on voit des écarts faramineux. Il est de combien l'écart chez vous là ? Oui, en termes de fourchette, donc on est à peu près sur une fourchette entre 30 000 et 145 000 euros, voilà, pour être totalement transparente sur à l'année. À l'année, voilà. Mais oui, même vous êtes un peu embarrassé à nous le dire à l'antenne. Non, pas du tout. Vous l'assumez totalement ? On est tout à fait à l'aise. Alors aujourd'hui, la transparence, elle est principalement interne, donc on n'affiche pas notre grille de salaire en externe. Mais justement, c'est un sujet qui, en interne, n'est pas du tout tabou. Donc on parle rémunération, on parle salaire en interne entre collaborateurs sans souci. Le levier, c'est quand même d'abord, vous le disiez, on est tous des grandes personnes, c'était le fondateur en 2002, et puis c'est quand même le levier de la confiance là qui se joue. C'est le levier de la confiance, éviter aussi les bruits de couloir, parce qu'en général, les salaires ne sont pas transparents, mais tout le monde est au courant du salaire du voisin. Donc ça remet un peu à plat les choses, ça évite les fausses idées. Et effectivement, ça permet aux collaborateurs d'être plus en confiance sur les décisions qui sont prises aussi par l'entreprise. C'est un cercle vertueux et ça fait 20 ans qu'on a pu expérimenter ça. Ça demande beaucoup de pédagogie parce qu'il faut aussi pouvoir expliquer à un nouveau collaborateur, une nouvelle collaboratrice j'allais y venir. Les salaires. J'imagine que vous faites du recrutement évidemment parce que cette entreprise elle bouge, elle se développe, elle cartonne même. Il y a des recrutés qui sont devant vous et qui vous disent moi personnellement non je viens pas chez vous parce que je veux pas qu'on sache combien je gagne. Enfin je veux dire après tout c'est un droit non ? Oui bien sûr ça arrive. On le détecte très tôt parce que dans le processus de recrutement, les candidats vont pouvoir parler salaire avec d'autres collègues. On a une étape à la fin du processus de recrutement, qu'on appelait le grand oral, qui permet aux candidats de rencontrer une dizaine de personnes de l'UCA. Et à ce moment-là, on va redemander aux candidats ses prétentions salariales devant ces 10 salariés de l'UCA. Ça, c'est un moment difficile, ça. Ça peut être difficile si on n'est pas à l'aise avec ses prétentions. Alors, en général, les personnes qui arrivent à ce stade-là ont bien compris le principe de transparence, donc sont à l'aise pour exprimer les prétentions. Et donc, ça permet d'être au clair pour les personnes qui sont dans l'entreprise sur les salaires d'embauche qu'on pratique et pour la personne de vérifier qu'elle est bien à l'aise avec ce concept. Une forme de démocratie très athénienne où chacun va entendre les prétentions de celui qui va entrer ou pas dans l'entreprise. Vous êtes là pour faire un peu de médiation, soit sa prétention est trop basse, il se minimise, peut-être parfois elle est trop haute. Oui. À quel moment c'est tranché ? Le groupe tranche ou vous êtes quand même seul avec lui pour lui dire écoutez, je suis désolé, mais là le salaire est un petit peu gourmand quand même ? Alors à la fin de cette étape du grand oral, tout le monde donne son avis déjà sur le profil et puis on demande aux personnes de s'exprimer s'il y a une question sur le salaire. Le candidat est sorti, vous me rassurez. Bien sûr, oui. On est d'accord. Donc on l'a fait sortir et là vous vous exprimez collectivement. Oui, exactement, tout le monde donne son avis et si éventuellement il y a des frustrations liées aux prétentions salariales, on en discute. Mais à la fin, ça reste le manager et moi-même qui décidons du salaire et qui proposons aux candidats. Et donc la validation de pouvoir publier, puisque c'est quand même publié, c'est public au sein de l'entreprise, son salaire, on est bien d'accord ? Oui, on confirme bien avec la personne que c'est quelque chose qui lui convient, qu'elle a bien compris le fonctionnement. Et ensuite, on intègre le salaire dans les outils. Qu'est-ce que ça apporte de plus ? J'imagine que vous avez vécu d'autres expériences RH dans d'autres entreprises. Ça apporte quoi en matière d'engagement, ce choix D'ailleurs, c'est vendu comme ça chez vous, c'est l'ADN de l'entreprise, la transparence. Oui. Alors je pense que déjà, ça évite de perdre du temps sur des discussions, comme on disait, de bruit de couloir, de s'imaginer que le voisin qui fait exactement le même job est plus payé que soi. Des jalousies, des tensions. Ça évite des grosses tensions dans les équipes, ça c'est le premier point. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, le sujet de la confiance, ça permet de se dire, je sais exactement ce que paye l'entreprise pour chaque collaborateur. Donc ça, c'est les deux principaux points forts. Les salariés s'engagent, se disent après tout, ils sont transparents, il faut que nous aussi, on ait une forme de relation de confiance avec l'entreprise. Ils nous font confiance, on leur fait confiance. Et j'ai lu que les commerciaux n'avaient pas de variables. Oui. Alors ça c'est pas facile pour vous, recrutement non plus. Non, c'est pas facile. Parce que les commerciaux ont des variables. Oui, puis en général, on parle en package, donc avec un fixe, et puis des gros variables déplafonnées parfois. Alors, je ne vous cache pas qu'on peut perdre certains profils qui sont fortement motivés par le variable. Donc, ça peut arriver. Après, c'est un choix très fort que l'on fait, parce que c'est basé sur la valeur aussi du collaboratif qui est très forte chez nous.
Donc c'est pour ça qu'on a un intéressement, on a une prime qui est collective. Et non pas individuelle, vous l'avez bien dit. Et non pas individuelle. Et donc d'ailleurs, l'intéressement chez nous est le même montant pour tout le monde, peu importe le poste, c'est simplement pro rata temporis. Mais que vous soyez grand directeur ou junior dans l'entreprise, vous avez le même montant d'intéressement. Quand même, vous qui avez un peu là, une expérience, une connaissance, c'est quand même rare en France ce type de démarche. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire avant de nous quitter pour dire, mais tentez cette expérience? Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants, de CEO qui sont extrêmement réticents à cela. Peut-être même d'ailleurs pour eux, ils n'ont pas envie de dévoiler à leurs collaborateurs combien ils gagnent. Quels sont les éléments positifs que vous mettriez en avant pour leur donner envie? Oui, alors je crois que dans un premier temps, ceux qui sont vraiment frileux, il faut commencer par à minima partager sa grille de salaire en interne. Ça, c'est un premier pas, à défaut de vouloir partager tous les salaires. Et je pense qu'il faut y aller. Au départ, c'est un petit peu dur parce qu'il y a beaucoup de pédagogie. Il faudra expliquer les choses. Quand vous dites ça, il y a quand même beaucoup de portes qui s'ouvrent dans votre bureau. Voilà, le moment de la publication des salaires, oui. Ça va demander beaucoup d'explications. Mais ensuite, ça va durer quelques semaines. Et puis ensuite, tout le monde connaîtra les salaires. Et puis personne n'ira revérifier tous les jours le montant du salaire. C'est une question de quelques semaines où vous êtes en première ligne, j'imagine. Voilà, c'est qu'est-ce qu'ils viennent vous demander d'ailleurs? L'équipe RH, qu'est-ce qu'ils viennent pousser quand ils poussent la porte? Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est principalement des explications sur des écarts en fait entre. Ah oui, on en revient quand même. Pour un même collaborateur, mais donc là on prend du temps à expliquer comment fonctionne la grille, comment. Donc il faut être très au clair de votre côté. Hein. Il faut être très au clair sur la politique salariale. Et effectivement. Oui, parce qu'il ne faut pas flotter. C'est comme un professeur qui a mis un 8 à un élève et puis un 10 à un autre, alors qu'ils ont l'impression d'avoir rendu la même copie, parce que c'est exactement ce qui se passe. Ça demande d'être très à l'aise avec sa grille, avec sa politique. Une fois cette étape passée, ensuite, les salariés comprennent très bien quand c'est bien expliqué. Comme on disait tout à l'heure, c'est des adultes, donc ils arrivent à comprendre les choix de salaire. Eh bien, c'est dans l'ADN, en tout cas, de votre entreprise. Vous portez, vous êtes un des éléments de cet ADN, la DRH de Lucas, entreprise spécialisée dans les logiciels, 300 collaborateurs. Oui. Et vous y tenez beaucoup, c'est aussi une entreprise française. On est une entreprise française, oui, et on recrute. L'année prochaine, on va avoir à peu près 100 postes 100 postes. Voilà. 100 postes ouverts. Allez donc jeter un œil en recrutement. Par contre, il faudra accepter de dévoiler votre salaire. Non, mais je souris, mais c'est une petite étape psychologique à franchir. Il faut être à l'aise. Oui. Voilà, il faut être à l'aise avec son salaire et ce que l'on gagne, et surtout le travail que l'on fournit, eu égard au salaire qu'on le reçoit, parce que le débat se situe là aussi. Exactement. Mais d'ailleurs, quand on embauche, ça nous évite d'avoir des personnes qui ont des prétentions totalement énormes vis-à-vis de leur poste et de leurs compétences. Resitué dans le contexte général de l'entreprise, par rapport aux hiérarchies. Aux attentes, exactement. C'est vrai que ça fait un tout petit peu redescendre parfois. Merci Manon Sylvain, DRH de Lucas. Merci de nous avoir rendu visite en toute transparence, évidemment, sans faire de vilains jeux de mots. La suite de notre programme, c'est le livre de Smart Job, comme chaque vendredi. Une autrice aujourd'hui, co-autrice d'ailleurs, qui va, on va le voir dans quelques instants, libérer sa créativité, votre créativité. Elle en a écrit un livre. Il est sorti chez Vuibert. On l'accueille. Valérie Bogart nous a rejoint avec son livre, elle l'a apporté. Eh oui. Merci Valérie d'être avec nous. Mais merci pour l'invitation. C'est le livre de Smart Job, comme chaque vendredi, un livre et un auteur. Vous êtes co-autrice avec Carole Césareo. Il est sorti chez Vuibert, ce livre. Libérer sa créativité, 10 séances d'auto-coaching pour trouver des idées et révéler son potentiel. Alors on n'écrit pas un livre comme ça par hasard, parce que dans votre parcours, on découvre que vous êtes la cofondatrice d'Art for Me. C'est quoi Art for Me d'abord? Art for Me, c'est une société de conseil que nous avons créée en 2016, donc avec Carole Césareo, effectivement. Donc nous sommes associés. Et donc ça fait déjà plus de 5 ans qu'on accompagne les entreprises sur les thématiques d'intelligence collective. Et bien sûr, révéler ses talents, c'est passer aussi par libérer ce potentiel créatif pour se réinventer, trouver de nouvelles idées. Enfin, on va en parler plus en détail, j'imagine. Mais voilà, en fait, c'était 5 ans d'expérience où on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'idées reçues, beaucoup de préjugés sur cette thématique-là. Et on s'est dit, on a envie de permettre au plus grand nombre de mieux comprendre ce que c'était aussi la créativité et comment on pouvait la libérer. La libérer. D'abord, vous partez d'un postulat que tout le monde est créatif. Exactement. On a tous quelque chose en nous de créatif. Ça, c'est déjà le point de base. C'est vrai que quand on demande à des adultes s'ils se sentent créatifs, généralement, les doigts se lèvent assez peu. Alors que si on est dans une classe en maternelle et on demande à des enfants s'ils sont créatifs, tout le monde se lève et tout le monde se sent créatif. C'est intéressant ce que dit Valérie, parce qu'il y a une forme d'autocensure quand on est devenu adulte, alors que quand on est enfant, on a plutôt cette fraîcheur naturelle, on l'a tous fait finalement. Oui. Puis quand on est adulte,
C'est quoi? Il y a une autocensure, on se barricade, on se minimise, on se Tout à fait. En fait, l'explication, je ne saurais pas vous donner vraiment l'explication claire et nette, mais la plupart des gens pensent en fait que ce qui est important, c'est d'être rationnel, logique, et que ce côté un petit peu peut-être feu follet, imaginatif, finalement, c'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Et au fil de l'eau, on finit par oublier qu'on a ce potentiel-là. Et en fait, nous, on vient avec l'idée de, OK, vous êtes créatif, et on va pouvoir rallumer cette petite flamme si elle a eu tendance à s'éteindre. Elle s'était éteinte, on l'avait un peu enfouie au fond de soi-même, puis finalement on se révèle. Alors il y a des exemples et des exercices pratiques d'auto-coaching, mais l'idée quand même c'est, d'abord, première chose, comment on réveille, comment on allume cette petite flamme? Par des exercices, par du brainstorming? C'est quoi les techniques qui fait qu'à un moment donné je vais me dire « Ah mais oui, finalement je suis créatif ». Alors je dirais qu'avant de commencer par les techniques, en fait le point que vous venez de souligner précédemment, c'est que déjà on part du principe qu'il faut se faire confiance. C'est-à-dire que si on est sans cesse dans l'autocritique, un jugement négatif, on va mettre les idées à la poubelle systématiquement. Donc la première étape, je dirais, avant même de se lancer dans des défis créatifs, c'est déjà d'accepter on va pouvoir avoir peut-être des idées farfelues et on les laisse venir. C'est le brainstorming, ça, vous l'évoquez, mais oui, on met tout sur la table, il y a une forme de jeu, c'est très ludique finalement. C'est très ludique, mais on a constaté que finalement les premières idées qui étaient émises restent assez classiques finalement et qu'il faut continuer à s'entraîner, à s'échauffer, à rebondir sur les idées des uns des autres pour commencer à avoir des idées un peu loufoque. Et finalement, regardez, si je vous dis aujourd'hui voiture électrique, vous trouvez ça relativement normal. Mais imaginez, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, vous m'auriez dit, mais voiture électrique, ça va pas du tout. Donc c'est aussi ça, c'est ce côté, faire le petit pas de côté pour se dire... pourquoi pas? Pourquoi j'irais pas regarder ça de plus près? Alors c'est un livre très ludique, il faut quand même préciser, parce qu'il y a des séances d'auto-coaching qu'on fait soi-même, il y a un quiz, sûr. il y a pas mal de petites choses. Mais est-ce que ce que vous professez d'ailleurs comme enseignante, parce que je précise que vous donnez des cours de créativité, ça c'est très intéressant, à des universitaires, des étudiants donc. Des étudiants, D'ailleurs, comment c'est venu dans la tête d'un patron d'université de dire tiens, tenez Valérie Bogart, venez donc faire un peu de créativité. Ils ne sont pas drôles les étudiants, ils ne sont pas très créatifs? C'est pas ça, c'est que traditionnellement, ils ont des cours sur ce qu'on va appeler plutôt des hard skills. Vous savez, des étudiants en droit, des ingénieurs, etc. Des savoirs. Et c'est moi qui suis allée voir la responsable pédagogique en disant, mais à un moment donné, on se rend compte qu'en entreprise, on a beaucoup de DRH justement qui viennent nous solliciter pour dire, mais ces fameuses compétences, elles sont pas forcément là et on a besoin de les développer. Et je me suis dit, mais finalement, si on fait ça en entreprise, ça veut dire que déjà au niveau des étudiants... Oui, bien sûr. Dès le départ, dans la formation initiale, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas et on pourrait faire quelque chose. Voilà. Quand on a un prof de droit un peu sérieux qui vous fait du droit public, si vous voulez, globalement, ça ne libère pas la créativité quand même. Mais en soi, c'est très bien d'avoir des cours de droit ou des cours de chimie, etc. Mais à côté, je trouve que c'est aussi très intéressant de développer ces fameuses compétences, d'autant qu'aujourd'hui, le World Economic Forum nous indique que la créativité, c'est une des 5 compétences clés attendues pour les quelques années qui viennent. Les soft skills que vous évoquez, on va s'appuyer. Il y a de la place, parce que là, vous commencez très jeune par ces étudiants, vous leur dites, libérez-vous, inventez, créez, réveillez cette créativité. Est-ce que dans l'entreprise, il y a de la place pour la créativité? Parce que pour le coup, une fois que vous avez réveillé, allumé la flamme, les gens sont très demandeurs, mais ils arrivent dans des bureaux, dans des réunions où ça fait flop. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut que ce soit un peu le manager, le PDG, le dirigeant, qui soit aussi à l'initiative de cette demande. Mais je constate que de plus en plus de gens, regardez ce qui s'est passé ces derniers mois, de plus en plus de gens sont en train de se rendre compte que tout va très vite, tout change à vitesse grand V. Donc on est arrivé dans un monde qu'on appelle volatile et incertain. Entre digitalisation, mondialisation, crise sanitaire, etc., rien n'est sûr. Donc la seule certitude, on va dire, c'est l'incertitude. Donc finalement, comment je fais pour m'adapter? Il ne suffit pas de dire à ses collaborateurs soyez créatifs à partir de maintenant, trouvez-moi de nouvelles idées. Cette d'injonction, soyez heureux soudain. Ce genre d'injonction, c'est pour ça que j'aimais bien votre exemple du sportif, c'est tout à fait ça. C'est demain, si vous avez envie de courir un marathon, vous allez... justement, vous n'allez pas commencer demain. On va faire un programme un peu comme celui que vous proposez. Vous allez faire un programme. Bien sûr. Et c'est la même chose avec la créativité, c'est un muscle.
et qui se développent. Et après, voilà, les neurosciences sont là aussi pour nous rappeler que, et moi je trouve ça génial, il n'y a pas d'âge pour s'y mettre et on peut vraiment faire changer les sillons, créer de nouvelles connexions dans son cerveau pour passer d'un côté, on va dire, un peu standard, classique, à un mode où on va s'adapter à des situations. C'est intéressant votre métaphore avec l'idée que c'est un muscle, le cerveau, et qu'il faut le faire travailler. Mais c'est vraiment ça, de toute façon. Donc c'est ce qu'on propose dans nos différentes approches. Ouais. Dans votre livre, il y a réveiller l'esprit créatif, on vient de l'évoquer, mais après il y a des choses assez fines finalement sur un travail sur soi-même, mieux se connaître. Oui. Pour être un bon créatif ou pour libérer sa créativité, il faut aussi se connaître. C'est vrai qu'au début, c'était pas un sujet où on s'est dit tiens, créativité avec mieux se connaître, ça va forcément aller de pair. Mais plus on voyait les gens dans les situations où on leur demandait d'être créatifs, plus on se rendait compte que finalement, il y avait une grande méconnaissance de soi et que finalement savoir que ok, je suis peut-être quelqu'un qui est très à l'aise avec le visuel, ça va m'aider à aller vers peut-être des approches plus visuelles. D'autres sont plus sur l'écrit, d'autres sont plus sur l'écrit, etc. Donc il faut se connaître aussi sur ces plans-là en se disant... C'est mieux se connaître de façon générale. Aujourd'hui, on sait que 70% des apprenants sont des apprenants visuels. Or, on a tendance encore à donner beaucoup de cours à l'oral. Donc on favorise cette oralité alors que les gens ont besoin de voir pour mémoriser. Donc il y a tous ces éléments-là, je trouve, qui sont intéressants et on ne se pose jamais la question de quel type de créatif suis-je. Libérer sa créativité, ça passe par les managers, j'ai entendu, je garde cette phrase, et les dirigeants que vous accompagnez en leur disant si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas ensuite exiger de vos collaborateurs qu'ils le soient, on est d'accord ? Oui, on entend parler aujourd'hui un peu de cette position de manager-coach. Et c'est vrai que je pense que si on veut faciliter la transformation, si on veut faire en sorte que les lignes bougent, mais de façon générale dans la société, sur tous les défis qu'on a à relever aujourd'hui de transition écologique, ils sont nombreux les défis. Si on veut faire réfléchir les gens sur l'intergénérationnel, etc., il faut forcément donner une impulsion un petit peu en haut. Et il faut aussi accepter... qu'on soit sur des modes peut-être plus participatifs. L'invité d'avant parlait de transparence et je trouve que c'est intéressant justement qui revient à ça, ouais. de se dire mettons-nous autour d'une table. Je peux être créatif moi tout seul dans mon coin, mais je trouve que il faut connecter les cerveaux. Si on se mettait tous ensemble et qu'on faisait un peu turbuler comme disait Jospin. Les idées, les cerveaux des uns et des autres, derrière la motivation, elle est bien plus forte. On fédère les équipes puis ça donne envie d'aller de l'avant et de passer de l'idée à l'action. Il y a aussi ça. Merci Valérie Bogart, avec votre associée Carole Césareo, pour ce livre Libérer sa créativité, 10 séances d'auto-coaching. On voit la couverture pour trouver des idées et révéler ce potentiel, avec une préface, je ne l'ai pas dit, d'Isabelle Payot, qui est dirigeante de la Fabrique à Bonheur, et non pas du Bonheur. Fabrique à Bonheur, et donc qui est psychologue, donc on la remercie beaucoup. Et puis vous avez des séances d'auto-coaching, parce que c'est toujours utile de le faire chez soi, tranquillement, un peu isolé, pour se préparer un peu comme un sportif qui préparait un marathon. On le fait tranquille dans son coin, puis un jour, on se présente. L'idée, c'est ça, c'est d'y aller pas à pas, crescendo. Merci d'être venu nous rendre visite pour le livre de Smart Job. Merci beaucoup pour l'invitation. Hebdomadaire. On fait une courte pause et on va rentrer dans le débat d'actu. Il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui autour de l'emploi et du travail, et puis des chiffres du chômage, évidemment. Et puis le Sénat a été très actif puisqu'il y a ce vote d'une proposition de loi de Marie-Pierre de Rinxin sur l'égalité homme-femme et les quotas, notamment dans les COMEX. Ça, c'est nouveau. Et puis on va parler du statut des indépendants, parce que ça a été aussi voté au Sénat. Un statut qui va protéger notamment le patrimoine des indépendants, entre le patrimoine d'entreprise et le patrimoine personnel. Ça, c'est un sujet sensible. On en parle dans le débat d'actu avec mes invités. D'abord, on fait cette courte pause. Le cercle RH, notre débat quotidien, le débat d'actu évidemment tourné autour des questions RH et emploi, cela va sans dire. Avec mes invités, je vous les présente. Marine Balançard, bonjour. Bonjour. Directrice générale du cabinet de formation et de conseil Aris & Hall. À ma gauche, Stewart Cho. Bonjour Stewart. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice. La fracture, on en a beaucoup parlé et je continue d'ailleurs régulièrement à en parler dans nos émissions. On voit la couverture avec Frédéric Dabi aux éditions Les Arènes, si je ne m'abuse, sur la jeunesse
jeunesse. Et puis avec nous, Thomas Chauder. Merci d'être avec nous, professeur de philosophie. Alors, vous avez pu vous libérer parce que c'est les vacances. Exactement. Mais sinon, vous êtes en cours. Et oui, normalement. Et oui. Professeur de philosophie, écrivain, conférencier. On commence par le chiffre du chômage. Tiens, les chiffres sont bons. Regardez ce chiffre du chômage, une baisse de 5,5 du jamais vu, et ça correspond à environ un peu plus de 200 000 demandeurs d'emploi en moins en catégorie A, parce que quand on prend les chiffres de la DARES et qu'on cumule A, B, C, D, le chiffre est un peu plus faible, mais le chômage baisse. D'abord, une réaction, vous allez me dire, c'est une excellente nouvelle. C'est presque un miracle. Personne s'y attendait. C'est en tout cas une excellente nouvelle. Si ce n'est pas un miracle, c'est une excellente nouvelle. C'est une bonne nouvelle. L'économie, donc, repart. On n'est pas dans de la prophétie électorale. Non, il y a un rattrapage de l'activité après la période de Covid, oui, c'est certain. Et voilà, ça concerne les catégories A, et c'est rare que le chômage baisse aussi vite. Généralement, il y a une certaine rigidité à la baisse. Voilà. Bonne nouvelle, prophétie électorale, rattrapage économique parce qu'on a connu un creux économique très fort. Comment vous regardez cette situation? Parce que les Français, rappelez-vous, François Hollande avait eu ce sparadrap collé au doigt toute sa campagne jusque pendant son quinquennat sur « je vais faire baisser le chiffre du chômage », ça n'a pas marché, ça lui a coûté très cher. Là, il baisse le chômage. Oui, alors il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'il y a un alignement, pour le coup, des opinions entre ce que pensent les Français et ce qui se retrouve dans les chiffres, puisque les Français, rappelez-vous, en septembre ou début octobre, autant les cadres que le grand public avaient tablé sur une diminution du chômage dans les mois et les semaines qui allaient venir. C'est chose faite. Alors, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est qu'il y a trois indicateurs sous ce chiffre-là. Le premier indicateur, c'est effectivement la création d'emplois, qui bondit un peu plus de 2,4 millions d'embauches. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de très positif. Par contre, moi, je verrais quand même deux signaux qu'il ne faut pas prendre à la légère. Le premier, c'est sur la précarisation, quand même, de l'emploi, puisqu'effectivement, on parle de catégorie A. Mais si on prend les emplois un peu plus précaires, il y a une augmentation de 4%, il me semble. Ça me fait penser un peu à l'Allemagne. Vous savez, l'Allemagne, c'est le taux de chômage à 5,5. Par contre, c'est 20% des travailleurs qui sont dans des situations précaires. Donc ça, c'est un premier Contrat risque. plus court, précarisation. Absolument, une précarisation qu'il faut voir aussi sous ces chiffres-là. Et puis le deuxième élément, c'est sur la jeunesse, puisqu'effectivement, les moins de 25, on a un taux de chômage à peu près à 20%. 20%, ça reste quand même très élevé. Je sais que le gouvernement va faire des propositions en ce sens, mais voilà. Moi, c'est en tout cas deux signaux faibles que je... Oui, d'ailleurs, qui donnent des indications sur la façon dont le marché du travail est en train de s'organiser. C'est-à-dire, on ne prend pas de risques, on fait des contrats courts, et il y a une précarisation pour certains secteurs. Je n'ai pas présenté votre livre, mais votre livre va me permettre de faire ma transition et sur le sujet du chômage, parce que Thomas Chauder, vous sortez un livre qui s'appelle « La société de consommation pour une politique de l'oisiveté ». C'est une bonne nouvelle ou pas que le chômage baisse? Vous qui prônez une politique de l'oisiveté. Alors d'abord, les chômeurs sont tous des oisifs. Être au chômage, ça prend énormément de temps, c'est énormément de soucis, c'est énormément de précarité. La politique de l'oisiveté, c'est pas une politique où tout le monde est au chômage. Je voudrais juste aussi rappeler deux petites choses avant de parler de ça. C'est que ici, les bons chiffres du chômage, bons chiffres qu'il faut relativiser, comme Stuart l'a dit, sont également liés à une politique qui a été fortement critiquée, la politique de l'aide, des aides d'État. On a rompu avec une logique libérale qui consistait à dire il ne faut pas que l'État s'en mêle, etc. La patatras, si je peux me permettre. Les aides de l'État, le plan de soutien, le plan de relance, on voit très bien le retour à la social-démocratie, les effets qu'il a produits en l'occurrence. Donc excusez-moi, vous y voyez plutôt une bonne nouvelle, cette idée finalement d'une politique qui ne soit plus libérale, mais très social-démocrate, où l'État intervient quand il le faut, puis se retire quand l'économie repart. Parce que c'est de ça dont il est question là. C'est-à-dire que, étant donné, on parlait des jeunes, la situation à laquelle nous avons assisté, notamment chez les plus jeunes, notamment chez les étudiants, c'est que dans la situation de la pandémie, on s'est retrouvé avec une très très grande précarité, avec des jeunes qui n'avaient plus de quoi se chauffer, ils sont là les précaires, nourrir, et on était dans une situation de quasiment et qui galèrent toujours, et qui galèrent toujours, et ça c'est véritablement quelque chose qu'il faut prendre en compte. Marine Balançard, pour cette question du chômage, justement, au-delà de l'effet d'annonce, d'abord on est rentré en campagne présidentielle, quand les chiffres sont bons, c'est vrai que c'est utile pour un gouvernement, ça justifie sa politique, ça veut dire que l'économie repart. Elisabeth Borne, Bruno Le Maire se sont largement exprimés depuis hier. Sur la précarité, sur l'évolution de ce marché du travail, parce qu'il y a la campagne présidentielle, puis ensuite il y a ce que le marché du travail va essayer de faire. On voit quand même que les dirigeants, là, ils travaillent un peu à vue. On nous annonce peut-être une nouvelle pandémie, on hésite.
il y a beaucoup d'incertitudes quand même Oui. là. En fait, ceux qui retrouvent du travail, les chômeurs qui retrouvent du travail précaire, donc en CDD ou à temps partiel. Et il y a autre chose, il y a un autre point important, c'est qu'il y a toujours il y a une masse de personnes qui ne travaillent pas et il y a une masse d'emplois qui ne sont pas pourvus. Stock de salariés qui cherchent un job voilà. et des jobs pas pourvus. Et les deux ne matchent pas pour des raisons de formation, de zone géographique, D'intérêt pour l'emploi. d'intérêt, Et de niveau de salaire, tiens, pour lancer de un niveau débat de là-dessus. salaire, d'aide sociale. Et donc ça, c'est pas résolu du tout. Et c'est quand même un problème parce que ça risque de générer des tensions sur les salaires, des hausses de salaire. Et je ne sais pas si c'est très bon pour le... Si je peux juste Thomas me permettre, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce qui est en passe d'être réglé, c'est la question d'un chômage conjoncturel lié à la crise. Mais là, on se retrouve sur des chiffres d'un chômage structurel. Celui qu'on traîne depuis des décennies. Exactement. Donc là, on a vu que les sparadraps qui ont été mis en place ont permis de faire en sorte que le bateau ne coule pas. Mais par contre, on est revenu, si je puis dire, à la case départ. Mais Stewart Shaw, un mot, parce qu'on va parler ensuite de la proposition de loi de Marie-Pierre Drinxin qui a été votée au Sénat sur l'accès des femmes aux postes de dirigeants et des COMEX qui n'existaient pas auparavant. Et donc ça, c'est une petite avancée sociétale et dans la notion d'égalité. Mais un mot quand même sur ce que évoque Thomas Schoeder. Les Français se situent comment là quand vous les sondez sur la manière dont le gouvernement gère cette crise et gère cette relance parce que on est dans une campagne, on voit beaucoup de souffrance, on voit beaucoup de gens qui souffrent, qui se plaignent, qui disent mais je n'ai pas l'emploi que je souhaite. Et puis en même temps, on a une économie qui est plutôt florissante avec des chiffres qui sont positifs, comme s'il y avait un effet comme ça un effet ciseau, un effet de croisement. Non, mais il y a une ambivalence et ce que vous disiez est très juste, c'est que je pense que les Français sont à la fois conscients qu'on a soigné un symptôme qui est évident, mais qui a une maladie derrière à laquelle il va falloir s'attaquer. Je pense que la revalorisation des salaires est évidemment des chantiers qui va prendre des mois, voire des années finalement à aborder. On n'en parlait pas depuis longtemps des salaires. On n'en parlait pas depuis longtemps et d'ailleurs on se demande est-ce que finalement le travail, est-ce que la lutte en tout cas sur les questions de travail, c'est plus aujourd'hui la réduction du chômage que la revalorisation aujourd'hui de la manière dont on paye le travail. Ça c'est un enjeu qui est, je pense, politiquement et socialement extrêmement important. Un mot d'ailleurs dans des secteurs, je le redis, aide à la personne, des métiers pénibles, où les salaires sont à la fois pénibles et mal payés. Oui. Donc c'est quand même un sujet, et c'est là où il y a des stocks de pénurie d'emploi. Pour autant, pendant la crise, ça a été des premières lignes. Bien, absolument, et on a valorisé. Et puis là, on se rend compte que finalement, cette reconnaissance, en tout cas médiatique et d'opinion, ne suffit pas aujourd'hui. Un mot, Thomas Schoeder. Il y a la question du salaire qui est extrêmement importante et il y a la question du sens du travail. Et comment est-ce que la société considère c'est ce qu'on a appelé les premiers de corvée pendant un moment, pendant la crise. Et tous ces métiers qui sont absolument nécessaires, qu'on ne peut pas remplacer par des machines, qu'on ne peut pas remplacer par l'automatisation, et qui sont aujourd'hui mal payés, mal reconnus, mal vus. Comment est-ce qu'on fait en sorte de redonner du sens et de la valeur à ces métiers-là ? Premier de corvée, pour ne pas reprendre les mots de premier de cordée, qui avait été évidemment développé dans un punchline par Emmanuel Macron. Vous vous rappelez ? Absolument. Ces premiers de cordée qui devaient ensuite, dont la richesse devait ruisseler en fait sur le reste des salariés. Un mot. On part sur une notion de précarité, c'est-à-dire un marché qui repart, une économie qui repart, mais une fragmentation en quelque sorte du marché du travail. Oui, mais en fait, il y a quand même un énorme problème qui va se présenter. Là, c'est la question du pouvoir d'achat. Il est là. Mais voilà, on sent que ça peut à tout moment revenir sur le devant de la scène. C'est inflammable et je ne vois pas de solution effectivement d'ailleurs à peut-être court pas les terme. Gilets jaunes, Marine Balançard. Donc, il y a, les syndicats cette fois-ci qui vont s'emparer du sujet. Il ne faut pas oublier qu'on est entré dans une crise sanitaire juste après un climat social extrêmement tendu. Absolument. Très violent. Très violent. D'ailleurs, quand on pose la question des Français sur l'appréhension de l'avenir, on a ce que nous on a appelé un peu la France bifide, c'est cette langue de serpent qui se divise en deux, entre à la fois un bloc optimiste qui profite de cette relance. Pour qui ça va ? Et un bloc qui reste quand même très incertain et inquiet de l'avenir. Et dans la crise, en fait, certains bénéficient d'un nouvel acquis social, qui est le télétravail, qui est plus confortable. C'est tout à fait exact. Et qui n'ont même pas lutté pour l'avoir. Ça a été donné, et puis là, c'est en train d'être pérennisé avec tous les accords qui sont signés. On vous sent un peu fébrile sur le télétravail, Marine Balançard. On vous sent un peu, non ? Ça dépend des branches. J'ai aussi des échos, j'ai aussi eu pas mal d'échos de gens dans différentes branches, différentes entreprises, où dès qu'il n'était
n'était plus nécessaire de pratiquer le télétravail, On revient. il y a eu un retour en arrière énorme pour que le manager puisse surveiller l'équipe, pour que le patron sache Oui. ce que font ses équipes, etc. etc. Voilà, ça dépend de la taille de l'entreprise. Dans les grandes entreprises, c'est un acquis. Avec C'est- des accords qui ont été signés, effectivement, et qui permettent de le pérenniser. Tournons cette page du chômage avec tous les débats qui en sont induits, parce que ces chiffres du chômage qui sont bons n'impliquent pas, en tout cas pour peut-être se résumer, des tensions sociales dans les mois à venir, dans une campagne présidentielle par ailleurs. C'est évidemment, on va continuer de suivre d'assez près à ce sujet. Autre texte, vous vous souvenez de la loi Zimmermann, c'était en 2009, votée en 2011. Ça fait 10 ans que cette loi a été votée, la loi Copé-Zimmermann. C'était les conseils d'administration, 40% de femmes dans les conseils d'administration. On est à 46%, Marine Balançard. Et puis là, il y a une députée LREM qui a fait voter à l'Assemblée puis au Sénat un texte assez intéressant sur le fait qu'il ne fallait pas se contenter des conseils d'administration, mais cette fois-ci des postes de dirigeantes et de COMEX. Marine Balançard, là vous applaudissez parce que... Mais on va revenir au bémol. Le Sénat quand même valide uniquement pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Non, mais vous allez un petit peu vite, là. Déjà, c'est toujours un peu désagréable de faire partie du quota. Vous n'aimez pas ce mot? Parce que nous, Voilà. on l'a mis en titre, ce mot, des quotas. Pour vous, c'est une avancée. Pour moi, c'est un peu désagréable. Alors, je ne vais pas me faire que des amis IES, mais c'est... Pourquoi? Pourquoi? Parce que effectivement, les femmes, l'idée c'est que les femmes participent à la prise de décision dans les entreprises. Ouais, elles ne le font Voilà. pas suffisamment. Elles ne le font pas suffisamment et elles pensent que sur la base de leurs compétences et de leur professionnalisme, elles pourraient y arriver. Et là, vous vous dites, nous, on est obligé d'avoir des quotas pour pouvoir accéder à ces postes. Et on n'y arrive pas et on est obligé d'avoir des quotas. Mais il me semble que cette situation n'est qu'une résultante de l'organisation de la vie familiale, sociétale C'est vrai. et de la place des femmes. Ça n'est qu'un résultat. C'est pas il n'y a pas de volonté d'empêcher les femmes d'arriver Vous dites au que sommet. Si elles ne sont pas arrivées à atteindre des postes à responsabilité sans quota, c'est parce qu'en amont, elles ont Voilà, la il y a charge une, mentale, la vie de famille, la vie de... Exactement. On est d'accord. Et que c'est de ça. ces évolutions sociétales prennent beaucoup de temps et qu'on ne va pas résoudre. Donc, il ça y a ne tout un résoudra pas travail. tout. Voilà, il y a tout un travail à faire en amont sur les préjugés, la répartition des tâches, etc. Et l'autre chose qui est quand même différente, parce qu'on dit que Copé-Zimmermann, ça a très bien marché, ça a très bien marché, sauf qu'un poste d'administrateur, on change tous les 3 ans. C'est vrai. Un COMEX, un CODIR ou un poste de direction, c'est beaucoup plus difficile de faire partir les gens. Ça n'a rien à voir en fait. Donc c'est un pas supplémentaire. Et la troisième chose qui me gêne, c'est la contrainte financière, c'est-à-dire l'amende si 1% de la les masse quotas salariale. ne sont pas respectés. Alors là, ça fait quand même beaucoup pour... Donc pour vous, c'est une nouvelle charge pour l'entreprise qui, pour le coup, ne jouerait pas le jeu ou aurait des difficultés. Elle devrait payer. Enfin, après tout, il faut bien Ouais, comprendre. mais est-ce qu'on a demandé aux femmes ce qu'elles voulaient en fait? Qu'est-ce qui nous interroge? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ce Vous type de trouvez pouvoir qu'on qu'on veut pense à votre place? Parce que là, il y a quand même quelque chose d'un peu d'humiliant dans ce que vous décrivez. Vous dites, après tout, c'est un peu humiliant de nous imposer cela par des quotas. Oui, mais c'est ça. Oui. Vous en pensez quoi, Steve Arthur? Qu'est-ce qu'en disent les Français? Parce qu'on a plein d'études sur ces sujets, on en a traité sur ce plateau. C'est vrai que certains disent, on n'a pas le choix, il faut passer par les quotas. Oui, il y a une forme de résignation qui se fait dans l'opinion. Alors, il y a quand même... Pour revenir un peu sur ces éléments de contexte, il y a aujourd'hui 57 à peu près % des Français âgés de 16 ans et plus qui considèrent que l'égalité femmes-hommes en entreprise est un enjeu essentiel sur lequel il faut agir. 64% des femmes. Donc déjà, il y a un clivage genré sur ce constat-là. Deuxième constat, vous avez 74% des Français qui considèrent que les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes sont une réalité en entreprise. Donc on est sur un constat qui est partagé par l'ensemble de la population active. Et vous avez, puisqu'on a interrogé aussi, des confrères ont interrogé des femmes salariées qui estiment, pour 2/3 d'entre elles, avoir dû renoncer parfois dans leur vie professionnelle à des augmentations, à des promotions, bien sûr, de carrière en raison de leur genre. Donc on est effectivement sur des réalités, alors on est sur du déclaratif évidemment, mais on est sur des réalités qui sont assez palpables. Il y a 2 freins qui sont... je dirais, évoqué assez spontanément, c'est effectivement le congé maternité qui à un moment donné s'impose, puisque ce qui est intéressant, c'est qui bloque une carrière, puisqu'on remarque aussi que dans les tris par âge, c'est souvent entre 30 et 49 ans qu'on a une surreprésentation de femmes qui déclarent avoir été contraintes, en tout cas, de subir un frein dans leur carrière. Donc le congé maternité et la présence d'enfants
en bas âge dans la famille qui bloquent effectivement ces opportunités de carrière. Mais Marine Balançard évoque l'idée qu'il faut aller encore plus loin en amont sur l'organisation de la vie, de la parentalité et de la façon dont les hommes et les femmes organisent leur vie quotidienne perso. Mais de toute façon, à partir de 3 enfants, le taux d'occupation des femmes tombe proche de 50%. C'est-à-dire avec un enfant, 75% des femmes travaillent. Avec 3 enfants, on n'est plus qu'à 50%. Donc il y a... C'est compliqué. Vous pensez quoi sur cette question des quotas, puisque c'est un mot très sensible, le mot quota, qui arrive des États-Unis, et c'est un peu humiliant après tout de dire j'ai été placé là parce que j'étais dans les quotas. Enfin, je pense qu'on est d'accord que le quota n'est jamais une bonne solution. C'est toujours finalement l'aveu d'un échec quelque part. Mais se pose néanmoins la question de que peut le politique ? Parce qu'il y a des évolutions sociétales qui sont en cours et effectivement les mentalités commencent à évoluer sur toutes ces questions-là. Je le vois très bien avec mes élèves notamment. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat pour accélérer cette transformation, sachant que ça produit également un cercle vertueux. Le fait qu'on voit plus de femmes à des postes de responsabilité crée aussi un effet d'entraînement. Par contre, je pense que se limiter à la question des quotas serait une grave erreur et qu'il y a un investissement massif à produire au niveau de la formation, au niveau de l'éducation, au niveau des associations, que ça se diffuse à travers la culture et à travers la société pour qu'on n'ait plus besoin à un moment d'avoir recours à ce genre de... Ça prendra du temps, si je peux me permettre. Mais ça prend pas ça du prend temps. beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il faut investir massivement. Le processus. C'est pour ça qu'il faut investir massivement dans ces questions-là et pas du tout les mégoter là-dessus. Un dernier mot, ça ne concerne, je le redis, effectivement l'amende 1% de la masse salariale si l'entreprise ne joue pas le jeu. Il y a des délais, il faut préciser que ce n'est pas dans 6 mois. C'est 2027, 2030. Il y a quand même quelques délais pour s'organiser, mais ça ne concerne que les entreprises de plus de 1000 salariés, quand on sait qu'une grande partie du stock d'entreprises, c'est des entreprises de moins de 1000 salariés. Donc ça ne concerne pour l'instant pas tout. Et si j'ai bien lu, les SAS, donc le statut de SAS n'est pas concerné. Donc c'est malgré tout très restrictif, mais c'est une avancée. On tourne la page, les indépendants. Oui. C'est une avancée. Vous avez commencé à dire non, oui. Est-ce que vous considérez que malgré tout, dans le contexte qui est votre Thomas Schoeller, les politiques font ce qu'ils peuvent avec les données qu'ils ont sur la table ? Non, c'est une grande cause du quinquennat Macron. Voilà. Et donc pas une avancée. Mais moi, je ne sais pas d'où sortent ces 30 et 40%. C'est quand même assez perturbant de dire les femmes, c'est 40% dans le top 10% des postes à direction. Je ne sais pas d'où ça sort. C'est le même chiffre qui avait été situé pour les conseils d'administration dans la loi Copé-Zimmermann. Ça partait du même ressort. Et vous dites pourquoi on n'arrivera pas à trouver ces femmes ? Je ne sais pas si les femmes qui participent à la prise de décision dans les entreprises ont envie d'être à ces postes-là. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de participer à la prise de décision en entreprise, d'influencer, sans être dans ces postes ultra exposés ? Vous qui vous intéressez d'ailleurs à la prise de décision. Absolument, oui. Dernier élément, ce sont les indépendants. Alors là, nous sommes déjà un peu plus dans le volet électoral, puisque le président de la République avait indiqué qu'il parlerait fort pour se tourner vers les indépendants. Vous vous souvenez, au début du quinquennat Macron, il y avait l'idée que les indépendants allaient pouvoir bénéficier du chômage. Puis quand on a examiné d'un peu plus près le sujet, on s'est aperçu au fait qu'une infime minorité d'indépendants pouvaient en bénéficier, tous les 5 ans, avec des conditions. Là, nouvelles annonces du président et d'Alain Griset, texte voté au Sénat. Le premier élément, c'est la séparation des patrimoines, perso et professionnel. Avant, il n'y avait que la maison principale. Là, l'ensemble du patrimoine est protégé. Qu'est-ce que ça dit de notre société pour prendre un tout petit peu de hauteur sur ce statut des indépendants ? Puisqu'on évoquait les salariés, la précarisation, et on voit que dans les chiffres, il y a de plus en plus de salariés qui disent « ras-le-bol, je veux devenir indépendant ». Oui, je pense que c'est... le monde bouge quand même. Bien sûr. Et Thomas Schoeller n'est pas d'accord, mais il va pouvoir réagir. Non, mais effectivement, je pense que ça va dans une tendance de société qui va vers un modèle un peu hybride du travail, où on est capable à la fois d'assumer un CDI, puis être auto-entrepreneur, indépendant. Un peu à l'américaine, si je peux me permettre. Un peu à l'américaine, avec une forme de flexibilité un peu accrue. Alors, chacun jugera si c'est un bon modèle ou pas. Ce qui est intéressant, moi je le vois plus effectivement, comme vous le disiez Arnaud, dans une tendance un peu politique, c'est-à-dire que
Emmanuel Macron, il réhabilite son costume de président en libérant les créativités et la Un peu création. Startup Nation aussi, c'est un Startup peu ça. Nation, je pense que ça a été un président aussi, un président des crises, donc qui a été mis sous silence par les crises sociales et sanitaires que l'on a connues. Donc il y a une forme de cohérence aujourd'hui à libérer la créativité et en même temps à protéger, puisqu'effectivement c'est comme ça aussi qu'ils font le service après-vente de cette loi. C'est à la fois permettre les travailleurs indépendants, c'est quand même plus de 3 millions en France, de libérer leur énergie et de vraiment s'investir, et en même temps de les protéger avec un alignement des droits, notamment avec recours. C'est tout le problème du modèle social et des droits associés aux salariés que les indépendants n'ont pas, parce que certains galèrent assez fortement, se retrouvent propulsés dans le RSI, enfin ce qu'on appelait le RSI il y a quelques années, et en fait c'était une cacophonie. Vous en pensez quoi? Vous n'étiez pas d'accord, non? On n'est pas dans l'ère de l'indépendant, de cette nouvelle génération qui dit je veux créer ma petite boîte, je veux être libre. Je pense que ça... Je ne dis pas que ça n'existe pas, ce serait complètement fou de ma part de le prétendre. Je pense que ça ne relève pas que de la volonté des individus. C'est aussi un modèle idéologique et un modèle politique qui est imposé avec... qu'on nous vend comme le modèle idéal. Qu'on nous vend comme le modèle idéal, mais aussi qu'on met en pratique en détruisant dans un certain nombre de cas tout ce qui crée le lien qui permettait de créer un collectif de travail, et en éclatant les travailleurs, en grippant les rouages de l'entreprise, on fait aussi en sorte de rendre le modèle de l'indépendant désirable, en disant mais vous voyez bien que l'entreprise à la papa ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas aussi parce qu'on a tout fait pour qu'elle dysfonctionne. Donc je pense que là-dessus il faut un tout petit peu relativiser. Donc vous êtes le garant de l'idée pour garder finalement le ciment d'une entreprise et son dynamisme de CDI, de gens engagés en CDI, puisque c'est de ça dont il est question. L'indépendance s'oppose très souvent à l'idée d'un CDI long dans la même entreprise. On nous dit c'est fini, ça n'existe plus. Vous aurez 4 métiers dans votre carrière. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Mais je pense que le problème ici n'est pas là. De mon point de vue, le problème il est de qu'est-ce qu'on demande aux gens de faire. C'est pas dans quelles conditions on leur demande de le faire, mais surtout en quoi consiste le travail. Et de plus en plus de gens, c'est tout l'objet de mon livre, se demandent mais pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, à quoi je sers, Qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens de mon métier? Je pense que CDI, pas CDI, etc., ça, c'est la partie, disons, administrative de l'affaire. La vraie question, c'est quel est le sens de notre agir, le sens de notre action. Et presque le sens de notre vie, pour prendre encore plus de hauteur. Mais c'est ça, c'est le débat qui est Bien posé. sûr. Vous en pensez quoi de cette espèce d'aspiration à l'indépendance? Les chiffres, quand même, sont parlants. Il y a de plus en plus, à la fois de jeunes étudiants qui créent leur entreprise, ou on les incite à le faire, mais les chiffres sont là. Oui. Il y a le débat du modèle et de l'accès au chômage. Vous avez vu que dans le nouvel élément de ce texte, c'est tous les 5 ans, vous pourrez bénéficier des droits au chômage. Donc finalement, l'indépendant bénéficiera des mêmes droits qu'un salarié qui a cotisé, en l'occurrence. Oui, il y a ça, et puis il y a la protection du patrimoine personnel, parce que souvent les indépendants se rendent compte beaucoup trop tard qu'ils sont responsables sur l'ensemble de leur patrimoine. Alors, donc ça va peut-être dans le bon sens pour encourager effectivement l'indépendance, et puis simplifier le nombre de statuts d'entreprise qu'on peut choisir, parce que c'est un cauchemar pour des créateurs d'entreprises. Vous voulez dire URL, SAS, voilà, SARL, auto-entrepreneur, enfin c'est un cauchemar. Donc simplifier, c'est très bien, protéger, c'est très bien. Mais sur le modèle philosophique, ça rentre dans l'air du temps. Maintenant, on parle beaucoup plus des slashers, des gens qui font plusieurs choses à la fois dans différents domaines. C'est vrai. Donc, effectivement, il y a des salariés qui sont par ailleurs indépendants et qui peuvent mener les deux, ou des salariés qui deviennent indépendants parce que la moyenne d'âge est assez âgée. Mais ce ne sont pas que des jeunes du Thomas tout. Schroeder levait l'idée que tout ça n'était pas un choix voulu, mais que la société, que finalement même la question du rapport au pouvoir d'achat et au reste à vivre obligeait un certain nombre de personnes à devoir gérer entre de l'indépendant, du salariat, de la précarité. Est-ce qu'on est un peu dans ça? C'est une certaine forme de liberté, effectivement, de pouvoir se réaliser en devenant indépendant. Oui, donc aussi. tout n'est pas négatif aussi dans ce statut, ça m'amène une certaine liberté. Oui, c'est quand même des opportunités. Je connais beaucoup de gens qui sont salariés et qui ont une entreprise à côté, qui multiplient les activités. C'est un peu justement dans cette quête de sens, ça peut peut-être aider des personnes à trouver du sens. On remet du sens de l'autre côté. L'ensemble fait sens, oui. Il y a une DRH qui me disait quelque chose de très, très, très juste et je trouvais assez marquante. Est-ce que finalement les salariés ne veulent pas être auto-entrepreneurs en entreprise?
Et je trouve que c'est un diagnostic qui peut être pertinent, puisque effectivement, il y a une dimension de volonté de s'exprimer en interne de l'entreprise, d'avoir du sens dans les missions. Et donc ça effectivement change aussi... Sans rapport de subordination. Sans l'espèce de tension de se dire, si je le dis, j'ai un problème avec mon manager. On est libre. Et en même temps, une forme de rapport au travail qui est d'abord un rapport aux autres qui est très fort pour les Français. On a réalisé une étude auprès des salariés et des actifs français qui montre que le travail sans les autres, ça n'a pas de sens. Donc il y a un rapport aussi aux autres qui est extrêmement important. Donc on est sur un modèle, effectivement, parfois un peu ambivalent et qu'on est en train de rechercher à tâtons. Un mot, je peux me permettre. Je ne suis pas tout à fait sûr que l'auto-entrepreneuriat, c'est la liberté. Ça, c'est une première chose. C'est peut-être une autre forme d'aliénation, mais voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est le philosophe qui parle, vous avez raison. Voilà, et la deuxième chose, c'est par rapport à la question de la réalisation de soi et du sens, je trouve que c'est vraiment très important et très intéressant, mais ça veut aussi dire qu'on est dans une société dans laquelle on estime que la réalisation et le sens ne passent que par le monde du travail. Or, moi, mon objectif, c'est aussi de pousser la réflexion vers la revalorisation du temps libre, c'est-à-dire du temps en dehors du temps de travail. Ouais, de l'à côté, de l'en dehors, et sur lequel on peut aussi trouver un épanouissement. Et où c'est très difficile aujourd'hui de trouver cet épanouissement-là parce que les possibilités de le trouver ont été très restreintes. Donc finalement, c'est cette espèce de révolution dans laquelle on est entré où vie personnelle, vie professionnelle, statut, tout ça s'imbrique et devient un peu compliqué. Nous, on a appelé la réconciliation des temps de vie. C'est-à-dire qu'on est passé entre de la conciliation qui crée des espaces-temps hermétiques à une sorte de réconciliation où cela suppose effectivement des exigences nouvelles, notamment face au travail, qui devrait être le levier pour pouvoir aussi s'exprimer. Merci à vous trois. Stewart Chaud, La Fracture, c'est votre dernier livre avec Frédéric Dabi sur la jeunesse auscultée, analysée à travers plusieurs études successives. Et ça, c'est la dernière version sur cette jeunesse. Justement, vous évoquez tous ces sujets, leur rapport à l'État, leur rapport à l'entreprise, de plus en plus intéressés et proches des entreprises, ces jeunes que vous décrivez dans le livre. Votre livre, La société du Consommation. La consommation, voilà. Votre livre, Thomas Schoeder, et puis Marine Balançard, un article peut-être en préparation. Non, moi j'ai aussi mon livre Décider, ça se travaille. Décider, ça se travaille, mais voilà. On n'est pas bon décideur, on le devient. Exactement, mais bon journaliste aussi. Il faut présenter tous les livres des invités, mais bien sûr, évidemment. Merci Marine Balançard d'avoir présenté vous-même votre livre, Autopromotion. Mais oui. Merci à Thomas Schoeder, merci à Stewart Chaud. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Oh, que le sujet d'actualité, alors on va le traiter d'une manière sociologique. Est-ce que c'est le moment de demander une augmentation de salaire ? Ça c'est un vrai sujet. Et Amélie Favre-Guittet va nous donner quelques petits tuyaux, parce qu'elle nous donne souvent des petits trucs pour oser le demander. C'est jamais simple, ces fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi avec Amélie Favre-Guittet, comme chaque vendredi, en distanciel, mais toujours aussi percutante. Amélie Favre-Guittet, cofondatrice de Talent Management. On parle d'un sujet qui finalement fait écho au débat qu'on vient d'avoir sur le pouvoir d'achat, sur le chômage. Est-ce que c'est la saison, le moment, la période de demander, de réclamer une augmentation de salaire, Amélie ? Dites-nous tout. Alors la période, oui, ça arrive très souvent que ce soit la période justement pour renégocier son salaire. Et c'est surtout très à la mode en ce moment parce que tout le monde l'a vu, la reprise économique, en tout cas la croissance est là. On le voit, les métiers en tension qui le sont de plus en plus. Alors on connaissait ceux de l'industrie, de l'hôtellerie-restauration, mais on a aussi les métiers des commerciaux qui deviennent en tension. Et alors forcément, ça va donner des idées à plein de collaborateurs, de se dire bah ok, puisque mon métier devient un peu pénurique, je vais aller toquer à la porte de mon RH et je vais lui dire bah si tu veux que je reste, il va falloir m'augmenter. Puis les gens le voient, hein, il y a la hausse des prix, la hausse des matières premières, la hausse du blé. Donc les gens se disent bah oui, je vais moi aussi aller frapper à la porte de mon RH pour lui dire bah j'ai le coût de la vie qui commence à grimper, donc je veux une augmentation de salaire pour pouvoir continuer à venir travailler. Sauf que ça ne se passe pas forcément comme ça. Évidemment, sans compter qu'il y a un léger dérapage de l'inflation, il faut le rappeler, hein, qui est en train de dépasser la barre des 2%. Donc ça veut dire que ça pousse, Amélie, d'après votre théorie, votre analyse, tous les salariés à réclamer une augmentation. C'est ça.
tout le monde veut pousser la porte du RH, du manager, en leur disant, ben voilà, entre le coût de la vie, entre ce que j'entends à gauche, à droite, et je vois bien que mon métier est très recherché, eh ben, je veux être augmenté. Sauf que c'est pas comme ça qu'on va demander une augmentation de salaire, parce qu'on a le droit d'aller demander une augmentation de salaire, mais c'est pas pour ces prétextes-là, en tout cas, qu'il faut aller frapper à la porte de son RH ou de son manager. Est-ce que c'est, malgré tout, tous ces sujets d'augmentation, est-ce que c'est un argument suffisamment fort, suffisamment valable pour la réclamer? Parce qu'après tout, on dit j'y ai droit, regardez, tout augmente, mais est-ce que c'est aussi légitime que ça? C'est pas aussi légitime que ça, parce que même si les entreprises font des bénéfices et même si elles ont du cash, c'est pas pour autant qu'elles vont vous augmenter. En fait, il faut regarder, c'est votre mission. Quelle a été la mission pour laquelle vous avez été recruté au départ? Quels ont été vos résultats? Est-ce que vous avez fait, vous aussi, vous avez dépassé vos chiffres? Est-ce que le collaborateur a fait plus que ce qu'on lui a demandé? Comment ça se passe le relationnel aussi dans l'entreprise? Donc en fait, c'est plutôt son travail à soi qu'il faut analyser plutôt que les résultats de l'entreprise, même si les résultats découlent normalement du travail de l'ensemble des collaborateurs. Vous nous dites, Amélie, après, vous nous allez nous donner une petite règle des 5 oui, parce que je trouve assez pertinente et assez passionnante d'ailleurs. En fait, vous nous dites souvent sur ce plateau, préparez les entretiens, préparez vos arguments, on est d'accord? On est tout à fait d'accord, tout se prépare. C'est-à-dire qu'on va aller voir le RH quand on sait qu'on a son entretien d'évaluation annuelle, on va lui rappeler les missions pour lesquelles on a été recruté, on va lui montrer des exemples de projets qu'on a réalisés et qu'on a réussi forcément, parce que c'est important, on va montrer toutes les prises d'initiative qu'on a pu réaliser, et en fait on va au fur et à mesure justifier que l'on souhaite un petit peu plus d'augmentation. Donc effectivement, il y a la fameuse règle des 5 oui. Alors, la fameuse règle des 5 oui, comment ça marche? Racontez-nous. C'est souvent la règle qui arrive après la fameuse phrase du RH ou du manager qui dit « je ne peux pas t'augmenter, tous les budgets ont été gelés ». Donc ça, c'est une phrase, la plupart des auditeurs l'ont déjà entendue. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est une technique des commerciaux, c'est amener le RH ou son manager dans son sens. C'est-à-dire, ça va être « bon, jusqu'à présent, vous aimez travailler avec moi ». Forcément, la personne en face va dire « ah ben oui, on adore travailler avec toi. Ok, vous êtes content de mon travail ». Ah ben oui, tout à fait. Vous appréciez mes initiatives, vous pouvez compter sur moi à n'importe quel moment. Ah ben oui, tout à fait. Et donc en fait, on pousse la personne à dire oui à chaque fois sur chacune de nos affirmations. Voilà, j'ai toujours accepté de faire plein d'efforts, vous pouvez le reconnaître. Ah oui, tout à fait. Et donc là, du coup, comme le cerveau humain et que le RH ou le manager a été habitué à dire oui, il ne peut pas dire non d'un coup à ce qu'on va demander. Donc ça va être, vous comprenez bien que la situation doit être évaluée, qu'est-ce que vous me proposez? On n'est pas sur quelque chose qu'on exige, on est vraiment sur une négociation où on vient pour dire, voilà pourquoi, toutes ces raisons, vous aimez être avec moi, travailler avec moi, et bien maintenant, proposez-moi quelque chose pour que cette relation qui est bonne et qui vous convient perdure dans le temps. Et en fait, c'est amené sur un plateau pour que le RH, ce soit lui qui vienne en force de proposition et dire, ok, je peux vous accorder telle et telle chose pour que vous restiez avec nous, parce que oui, effectivement, on a très envie de vous garder. Pour terminer et conclure, il y a ce travail du oui, parce qu'effectivement, quand on enchaîne les oui, on est un peu piégé ensuite pour dire non à l'augmentation. On a bien compris le processus. Puis il y a quand même l'idée qui est assez intéressante qu'il faut aussi se faire un peu remarquer au-delà de cette stratégie du oui. Il faut réseauter, il faut se faire remarquer, il faut se montrer, il faut faire un peu de politique, quoi. Il faut faire de la politique interne, tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aller réseauter dans l'entreprise. Dès lors qu'on fait un projet, qu'on travaille avec un service, avec un nouveau client, un nouveau prestataire, un nouveau partenaire, il faut le faire savoir. Beaucoup de personnes ont ce fameux syndrome du bon élève. C'est-à-dire que je travaille très fort sur mes dossiers, j'y travaille même des fois très tard, mais en fait, j'ai tellement pas le temps d'en parler aux autres que personne ne sait ce que je fais dans l'entreprise. Et donc ces gens-là, on ne vient pas les chercher pour leur proposer de nouveaux projets et du coup encore moins pour leur proposer des augmentations de salaire. Donc en fait, quand vous faites quelque chose, il faut le faire savoir. Il faut que les gens autour de vous sachent que vous bossez sur des projets, que vous avez remporté des prix, que vous avez réussi des choses. Tout ça, c'est ultra important. Merci Amélie Fabre-Guitté, pendant que votre porte s'ouvre discrètement et laisse passer une sorte de fantôme. C'est le chat qui s'en va. C'est le chat qui quitte la pièce. Merci d'être venu nous rendre visite devant votre caméra, Amélie Fabre-Guitté, cofondatrice de Talent Management, et tous ces petits conseils, les 5 oui, gardez ça en tête, les 5 oui. Merci d'être venu. Merci à vous qui nous regardez évidemment et qui êtes fidèles à notre programme. Merci à toute l'équipe. Merci à Benjamin Michel pour la réalisation. Merci à Guillaume Sulowski pour le son. Merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruot qui
qui m'accompagne dans l'émission tous les jours. C'est un vrai plaisir. Merci à vous qui nous êtes fidèles. Je serai là lundi. Nous sommes lundi. Je serai là demain. Bye bye.